Le temps de la suspicion et de la défiance laisse place à celui des guerres de religion. Pour comprendre les ressorts de cette période sanglante, il faut arpenter les travées des palais, en saisir les intrigues, écouter les comploteurs et les courtisans, avoir à l'esprit que la religion n'est jamais qu'un des arguments opposant nos protagonistes et que la soif de pouvoir en est toujours le moteur. L'histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le Musée protestant et produit par la Fondation Regard Protestant. Épisode 3, les guerres de religion. Pour nous accompagner dans ce nouvel épisode de l'histoire française du protestantisme, nous sommes en compagnie de Marianne Carbonnier-Burcard, historienne, maître de conférences honoraire à l'Institut protestant de théologie. On citera un de vos livres parus en 2016 et coécrits avec Jean Bobéro, Histoire des protestants, une minorité en France, 16e siècle, 21e siècle. Bonjour. Bonjour. 1562-1598, nous allons discuter de cette période ensemble. Marianne Carbonnier-Burcard, une période sanglante, celle des guerres de religion. Il y en a 8 au total. C'est une période de troubles, de désordre, de drames, de massacres dans le royaume de France. Tout d'abord, on peut peut-être dresser la situation en ce milieu de XVIe siècle, à peine 40 ans après le début de la réforme de Luther. Quelle est la situation dans le royaume de France avant le début de ces guerres de religion ? Alors, c'est compliqué de parler d'une situation globale de la France avant les guerres de religion, mais pour faire le lien avec ce qui précède, il faut dire que en France, dans les années 1550, des petits groupes clandestins qui suivent les idées de Calvin et le modèle d'église de Genève se mettent en place. En 1559, ces groupes s'unissent dans une confession de foi, qui est une confession de foi largement due à Calvin, notamment par l'appui des livres qui viennent de Genève et des pasteurs qui sont envoyés aussi de Genève. Donc ces petits groupes sont évidemment considérés par les autorités royales et ecclésiastiques comme hérétiques et réprimés à ce titre. Donc il y a toute une série d'édits qui pourchassent les hérétiques, les assemblées des hérétiques et tous ceux qui répandent d'une manière ou d'une autre les idées réformées. Dans la période qui suit la mort de Henri II en 1559, puis celle de François II quelques mois plus tard. Dans cette période de bouleversement, la réforme protestante, les églises réformées se développent, elles croissent en nombre sans doute, et la sociologie se modifie aussi. Davantage de nobles s'engagent dans les rangs réformés, et ça, donc il y a un changement sociologique qui apparaît et qui fait craindre qu'on ne puisse jamais maîtriser cette hérésie que la répression n'a pas réussi à domestiquer. Donc voilà, quelques mots, ce qui précède les guerres de religion. Cette période, il faut le rappeler, est une période de répression. Malgré celle-ci, le protestantisme, la réforme se répand et s'organise en France. Le pouvoir royal, Marianne Carbonnier-Burcard, va s'en apercevoir de ça. Alors, après la mort de François II, c'est Charles IX qui devient roi. Il est mineur et âgé de 11 ans. C'est sa mère, la veuve de Henri II, qui va devenir régente. Et elle comprend que elle comprend l'échec de la politique de répression et décide une nouvelle politique de conciliation, on va dire. D'abord, une politique de concorde religieuse. Elle va essayer un colloque de théologiens qui remplace le Concile de Trente qui est enlisé et arrêté depuis plusieurs années. En vue d'un accord théologique, ça échoue en octobre 1561. C'est le colloque de Poissy. C'est le colloque de Poissy. Et après ce colloque qui échoue, il y a une autre possibilité qu'elle met en œuvre, c'est un édit qui reconnaisse un statut
pour la nouvelle religion, une religion que l'édit de Saint-Germain de janvier 1561 désigne comme la nouvelle religion, la religion réformée. Et donc, l'édit de janvier 1562 accorde la liberté de conscience, sans le dire formellement comme cela, mais c'est bien le sens très concret qui est indiqué, et une liberté de culte, non pas dans les villes, mais dans les faubourgs des villes, à condition que toutes les églises soient rendues au culte catholique, alors que les réformés, notamment dans le midi de la France, s'étaient emparés souvent des églises pour en faire leur propre lieu de culte, etc. Et fin aussi des destructions de statues, et fin de l'iconoclasme qui avait marqué l'été 1560 et encore 1561. Et après cet édit de janvier 1562, on voit là un personnage peut-être rentré en scène, c'est le duc de Guise, la famille de Guise, qui, eux, vont prendre le parti pris de dénoncer cet édit et de dénoncer les hérésies. Oui, tout à fait. Les Guises étaient déjà entrés en scène au temps de François II, puisque c'était la femme de François II. Mais là, en effet, l'édit de janvier, de toute façon, est très mal accepté. Le Parlement de Paris refuse de l'enregistrer. Et Paris, qui est une ville catholique et qui aime les Guises, justement, n'est pas du tout prêt à accepter l'édit de janvier. Et François de Guise, duc de Guise, passant par le village de la petite ville de Vassy en Champagne, met fin à un prêche qui avait lieu, semble-t-il, dans les murs de la ville, donc en contravention avec le futur édit non encore enregistré. Et massacre plusieurs dizaines de réformés qui étaient réunis là pour le prêche. Alors ce massacre de Vassy déclenche une émotion considérable du côté des Huguenots et après le massacre de Vassy, Louis de Condé appelle ses fidèles, les vassaux et son ami Gaspard de Coligny pour prendre les armes en défense de l'édit de janvier, donc en défense de la cause, mais en défense aussi de la famille royale qui est sous l'emprise dit-il, sous l'emprise des Guises. Est-ce que c'est ce massacre de Vassy qui marque formellement le début des guerres de religion ? En tout cas, c'est ainsi que les réformés ont toujours présenté l'histoire des guerres de religion. Le massacre de Vassy, pour eux, contrevient à l'édit de janvier 1562. Donc, c'est ce qui justifie pour Condé, c'est ce qui justifie l'appel aux armes. Maintenant, du côté des historiens catholiques, on a présenté toujours le fait que c'est Condé qui a pris les armes en s'emparant et s'est emparé de la ville d'Orléans. Et c'est pour eux le début des guerres de religion. Bon, alors, on peut discuter la question de la responsabilité, qui a commencé le premier, mais en tout cas, c'est dans ce printemps 1562, dans la suite de cet édit de janvier qui ne passait pas pour du côté catholique, qu'il faut voir le début des guerre de religion. C'est cette période charnière, printemps 1562, où on constate finalement que la cohabitation n'est pas possible dans le royaume de France. Oui, cette cohabitation qu'entendait instaurer l'édit de janvier, justement, précisément, en donnant une sphère de liberté à ceux de la nouvelle religion, comme on disait. Et donc ça, nouvelle religion, c'était quelque chose qui était impensable. C'était bien la première fois qu'un édit royal évoquait une nouvelle religion. Une religion et pas une hérésie. L'objectif de François de Guise avec ce massacre de Vassy, c'est quoi ? C'est faire peur finalement aux réformés, leur montrer que le pouvoir est détenu par les catholiques ? Oui, sans doute. Alors,
il se peut que cette fameuse grange où s'étaient réunis les protestants était hors les murs de Vassy. Ça, on en discute encore. Mais en tout cas, bien sûr, c'est une manière pour les Guises de montrer que ils font ce qu'ils veulent. Là, on voit les pièces du puzzle s'assembler avant cette guerre de religion. On voit nos personnages aussi prendre place. On a parlé du duc de Guise et de l'amiral de Coligny. Ça va être finalement le face-à-face qui va résumer ces années-là. François de Guise et Coligny vont en effet être face-à-face, mais seulement, finalement pas très longtemps, puisqu'en 1563, François de Guise est assassiné. Alors, peut-être que Coligny n'était pas étranger, mais là encore, ça se discute. En tout cas, ce sont deux figures de proue de la première guerre de religion qui donc commence après le massacre de Vassy ou après la prise d'Orléans en printemps 1562 et s'achève en mars 1563 avec l'édit d'Amboise, qui est le premier d'une longue série d'édits, après la longue série qui va de pair avec la longue série des guerres de religion, des édits de pacification. Et l'édit d'Amboise, le premier des édits de pacification, il est un peu la matrice de tous les édits successifs qui n'auront pas toujours, qui ne dureront que quelques mois la plupart du temps. L'édit d'Amboise est celui qui a le plus duré, il a duré 4 ans. Mais donc, ce que prévoit l'édit, c'est d'une part la liberté de conscience pour les réformés, une certaine liberté de culte, mais très restreinte par rapport à l'édit de janvier, c'est-à-dire que les plus grands seigneurs, ceux qui ont le droit de haute justice, eux peuvent faire célébrer le culte dans leur château et avec pour leur famille et les vassaux immédiats, et puis également autorisation de culte dans les villes que tenaient les réformés avant la guerre, et enfin ceux qui tenaient encore, et quelques autres lieux, un par bailliage, donc des circonscriptions à peu près de la taille d'un département, mais pas partout sur tout le territoire. Et puis, l'édit d'Amboise prévoit aussi une clause importante d'oubli. Oublions les griefs passés, les troubles, que la mémoire des troubles soit abolie. Et donc, l'édit de pacification met à égalité les belligérants, alors qu'il y a une majorité, une minorité, des forts et des faibles, mais il les met à égalité. Chacun doit oublier les torts faits par l'autre. Donc ça, ce sont les deux grands types de clauses qui sont dans tous les édits de pacification après l'édit d'Amboise. Malheureusement, la paix ne dure pas, vous l'avez dit, et il va y avoir une récurrence comme ça de périodes de guerre, puis de paix, plus ou moins longues. Les guerres, elles sont toutes, elles ont chacune une physionomie spécifique. On peut dire que les 3 premières guerres, donc celle qui commence avec Vassy ou la prise d'Orléans, et qui se termine par Amboise, et puis il y a une deuxième guerre 67-68 et troisième guerre 68-70. Elles sont toutes. On peut dire que elles ont du côté huguenot à la tête des armées, Louis de Condé et Gaspard de Coligny. Et de l'autre côté, c'est-à-dire l'autre côté, c'est le côté royal. Ce sont les armées royales avec des chefs de guerre qui sont François de Guise pour la première guerre, mais ces guerres sont des opérations, mettent en scène des opérations militaires assez réglées, quoique en dehors des opérations militaires, il y a des violences sauvages, des massacres de civils. Et comme les guerres civiles souvent, les deux belligérants font appel à l'étranger, à des soutiens à l'étranger. Donc soit payés, soit volontaires. Et c'est le cas dans ces premières guerres de religion où on voit les reîtres du Palatinat, l'Angleterre, ça c'est du côté huguenot, et puis du côté royal catholique, l'Espagne.
Bon, donc on a cette physionomie de guerre civile qui est bien présente dans ces premières guerres de religion, qui sont néanmoins des guerres assez relativement réglées, pour lesquelles on voit plus facilement un début et une fin. L'histoire du protestantisme français. Après 3 guerres de religion, des tentatives de rapprochement, de pacification, on a évoqué le colloque de Poissy, puis les édits successifs, arrive cet événement, ce mariage du futur Henri IV, alors roi de Navarre et de Marguerite de Valois, fille d'Henri II et de Catherine de Médicis et sœur du roi Charles IX. Malgré cette union, quelques jours après leur mariage, le 24 août 1572, la cloche de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois sonne le tocsin. L'amiral de Coligny, chef de file des protestants, est tué dans son logis défenestré. En ville et au Louvre, de nombreux huguenots sont massacrés, tués comme des brebis à l'abattoir, comme l'a écrit Théodore de Bèze. Le mariage, est-ce l'ultime déclencheur de ce massacre, Marianne Carbonnier-Bucquart ? En tout cas, le mariage fait partie de la pièce en plusieurs actes qu'a représenté ce qu'on appelle la Saint-Barthélemy. Ce mariage, c'est quelque chose qui ne passe pas du tout. D'ailleurs, les prêcheurs à Paris sont déchaînés contre ce mariage, contre nature quasiment, entre une princesse royale et un prince hérétique. Enfin, bien sûr, on pouvait considérer le mariage comme l'union de 2 religions, mais c'est pas du tout comme ça que le voyait Catherine de Médicis. En tout cas, elle s'en est toujours défendue. Pour elle, c'était un moyen d'amener Henri de Navarre dans le giron de l'Église catholique. C'était un moyen de l'avoir sous contrôle, en quelque sorte. Donc, il est difficile de voir ce mariage comme un mariage écuménique, non. Et ce qui fait aussi que ce mariage va participer à la pièce du massacre, c'est que le mariage est l'occasion pour les chefs huguenots, dont Gaspard de Coligny, mais pas seulement. Il y a toute une centaine, sans doute, de nobles huguenots qui sont venus pour les fêtes du mariage. C'est un grand mariage, malgré tout. Donc ils sont tous rassemblés à Paris. Et ce rassemblement aussi n'est pas étranger à la suite de cette histoire. Par ici. Hey, venez. Henri, je vous ai cherché partout. Les gens commencent à s'ameuter. Contre nous? Les huguenots? Votre mariage ne les a pas apaisés, au contraire. Je crois même que... Vous croyez quoi? Eh bien, qu'on nous a fait venir ici dans l'intention de... C'est impossible. Mon prince, il y a eu beaucoup trop d'injustice et de morts des 2 côtés. La paix ne se décrète pas, même le roi n'en a pas le pouvoir. Cette Saint-Barthélemy, événement programmé pour rassembler les huguenots et les massacrer d'un coup, c'est une théorie aujourd'hui qui ne tient plus trop la route des analyses d'aujourd'hui. Oui, enfin, c'est en effet qu'ils aient été rassemblés pour... en vue d'un massacre, sans doute pas. Il y a eu beaucoup d'improvisation aussi dans le massacre. Mais avant le massacre du 24 août, il y a eu quand même la tentative d'assassinat de Gaspard de Coligny, dont on connaît l'auteur, qui est un client, on va dire, de Henri de Guise. Et donc tout de suite, les soupçons se sont portés quand même sur les Guises pour cette tentative d'assassinat. Et maintenant, enfin ça c'est une découverte récente, que Catherine de Médicis et probablement aussi Henri d'Anjou, donc le fils préféré de Catherine, ont suivi de près la tentative d'assassinat et ont en tout cas ont participé à la rémunération de celui qui devait être le tueur, et qui l'a manqué, qui a été protégé toute sa vie. Donc après la tentative manquée de l'assassinat de Coligny,
les proches de Coligny, les Huguenots, ont réclamé justice, et à défaut de justice au roi, et à défaut vengeance, et peut-être même menacé d'une nouvelle guerre. En tout cas, le Conseil du roi, avec Catherine et Henri d'Anjou, le Conseil a décidé l'élimination non seulement de Coligny, mais des chefs huguenots qui étaient réunis à Paris. Donc ça a été une décision, une décision qui est pas, ça n'est pas contesté. Alors ce qui est plus difficile à interpréter, c'est la suite. Donc il y a eu bien le 24 août, dans la nuit, au petit matin, l'assassinat de Coligny et de plusieurs dizaines, peut-être centaines de capitaines et nobles huguenots qui étaient pour beaucoup au Louvre ou en d'autres lieux encore à Paris. Et parallèlement, la milice bourgeoise de Paris qui avait été mise en alerte, s'est répandue dans les rues, en s'en prenant non seulement aux hommes, mais aux femmes enceintes, aux enfants, aux vieillards, tout le monde y passait, et en s'en prenant aussi aux cadavres. Là, on a eu quelques descriptions de scènes de barbarie. Pour comprendre un peu mieux comment a pu se réaliser ce massacre, je vous propose d'écouter une interview que j'ai réalisée avec Jérémy Foa, historien et auteur d'un livre remarquable qui se penche moins sur les raisons que sur les moyens de réalisation de ce massacre de la Saint-Barthélemy. Jérémy Foa, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage remarqué, Tout ce qui tombe, aux éditions La Découverte, un livre qui explore un événement bien connu, le massacre de Saint-Barthélemy, mais avec une approche différente, moins sur le pourquoi que sur le comment. Oui, c'est vrai que cette question du pourquoi, c'est-à-dire des motivations et de qui a donné l'ordre, elle avait obsédé les historiens et les historiennes jusqu'à présent. Je me suis dit, finalement, cette question, elle est légitime, mais ce n'est pas la mienne. Et moi, je vais plutôt m'intéresser au comment, c'est-à-dire aux conditions concrètes pour commettre un massacre. Qu'est-ce que les tueurs doivent savoir ? Qu'est-ce que les tueurs doivent savoir faire ? Comment reconnaître un protestant ? Comment connaître son adresse ? Donc beaucoup plus finalement sur les conditions concrètes d'un massacre plutôt que me pencher sur les motivations du massacre de la Saint-Barthélemy. Un massacre de proximité entre voisins ? Oui, c'est une des thèses de mon livre, c'est que finalement les grands de ce monde, Catherine de Médicis, le roi Charles IX, les Guises, ignorent qui est protestant. Ignorent qui est protestant à Paris et qui plus est à Lyon ou à Rouen. Si la royauté ignore qui est protestant, il faut bien trouver quelqu'un qui, au moment du massacre, sait qui frapper, sait où aller. C'est pas marqué dans un ordinateur, c'est pas marqué dans un registre d'état civil, c'est marqué dans un cerveau, c'est marqué dans un savoir-faire. Ce savoir-faire, c'est celui des voisins. Les seules personnes qui disposent des informations sur qui est protestant à Paris, à Lyon ou à Rouen ou à Toulouse, ce sont les voisins parce qu'ils ont vu les protestants aller aux prêches, non à l'église, baptiser leurs enfants au temple et non à l'église, aller dans l'armée protestante et non pas dans l'armée royale. Tous ces petits détails que les voisins ont observés, c'est ça qui a construit le savoir nécessaire au massacre. C'est pas un ordinateur, c'est pas un état civil. Alors qui commet ce massacre ? Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, contrairement à ce qu'on a beaucoup affirmé, c'est pas le peuple. C'est-à-dire ce ne sont pas des éléments des classes inférieures ou des classes populaires qui sont à l'origine de ce massacre. Ce que montre mon livre, c'est que c'est beaucoup plus des bourgeois bien intégrés. Un des pires tueurs à Paris s'appelle Thomas Croisier. Thomas Croisier, il est orfèvre, donc c'est pas du tout un métier des classes populaires. Ce sont des gens qui ont pignon sur rue, qui sont des propriétaires et qui, par ailleurs, sont des catholiques fanatiques. Et qui ont des miliciens à leur service. Alors qui sont miliciens et qui ont des miliciens à leur service. C'est effectivement le cœur du massacre, c'est la milice. Qu'est-ce que c'est la milice ? Ce sont des voisins qui ont été élus par leurs voisins pour maintenir l'ordre à Paris. Ce sont des gens qui veillent à ce qu'il n'y ait pas de trouble, aussi bien à la morale qu'à la religion. Depuis les années 1562, et puis surtout depuis 1568, donc ça fait une dizaine d'années au moment du massacre, ces hommes ont en charge la persécution des protestants. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude, depuis 1562, la première guerre de religion, de les enfermer
de les chasser de Paris ou de Lyon ou de Rouen. C'est-à-dire ce sont des hommes, ces miliciens, qui ont l'habitude des micro-persécutions, de l'emprisonnement des protestants. Ce qui fait que le jour où le massacre surgit, ils ne sont pas pris au dépourvu. Ça fait des années qu'ils ont incorporé ce savoir et ce savoir-faire qui est où habitent les protestants, comment est-ce qu'on les arrête, comment est-ce qu'on les jette en prison. Et c'est finalement peut-être le cœur de mon livre, c'est de montrer que c'est un massacre qui n'a pas été prémédité mais qui a été préparé. Pas prémédité, pas préparé, ni organisé par un seul esprit haineux. C'est pas uniquement le roi qui a donné l'ordre, ça marche pas, mais le massacre de la Saint-Barthélemy peut se comprendre sans impliquer des milliers de personnes. On peut considérer qu'à Paris, les responsables, c'est une vingtaine d'hommes, qui avaient sans doute des suiveurs, des hommes qui les ont aidés, secondés. Mais quelqu'un comme Thomas Croisier ou son ami Claude Chenet, ce sont des hommes qui se vantent, je dis bien qui se vantent, d'avoir tué de leurs propres mains 400 personnes. Donc si vous considérez que le massacre à Paris, c'est 3000 morts, que certains d'entre les tueurs ont tué 400 personnes, on n'a pas besoin d'imaginer des milliers de tueurs pour obtenir le chiffre de 3000. Vous démontrez également que finalement les premiers actes sont assez, pas courtois, mais presque. On toque à la porte. Il n'y a pas de vitres éclatées, de portes éclatées pour entrer dans les habitations. Oui, c'est vrai que spontanément, on a tendance à imaginer le massacre comme un moment qui commence par une grande violence, avec des portes qui sont défoncées, des soldats qui crient. Bon, ça, c'est l'image d'un massacre mercenaire, mais c'est pas ça le massacre de la Saint-Barthélemy. Le massacre de la Saint-Barthélemy, Simon Goulard, un des pasteurs qui a beaucoup travaillé sur ce massacre à l'époque, au XVIe siècle, très souvent dans son œuvre dit « les tueurs sonnent à la porte ». À plusieurs reprises dans son œuvre, ça revient « les tueurs sonnent à la porte ». Et je me suis dit « mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est une invention littéraire ? Ou est-ce que ça documente quelque chose de symptomatique du massacre qui est cette politesse paradoxale qui fait que les tueurs, loin de défoncer la porte, sonnent à la porte et les victimes le rouvrent. Le cœur du massacre sans doute se joue là. Les victimes ouvrent à leurs tueurs parce qu'elles les connaissent, parce que ce sont les voisins, parce que ce sont les miliciens et aussi parce qu'elles sont habituées à ces micro-persécutions. Ils ne s'attendent pas à la déferlante de violence. Non, parce que c'est en grande partie impensable. Les hommes qui frappent à la porte sont leurs voisins, sont des gens avec qui ils vivent au quotidien. On sait qu'ils ne les aiment pas. On sait qu'ils vont tout faire pour les persécuter, pour les piller, pour les humilier. Mais tuer. J'ai montré dans mon livre qu'il y avait un habitus de tueurs, c'est-à-dire que les tueurs ont l'habitude de persécuter les protestants, mais il y a aussi un habitus de victimes. Les protestants ont l'habitude d'être emprisonnés par leurs voisins. C'est cette habitude qui fait qu'ils anticipent mal ce qui les attend le soir du massacre, qui fait qu'ils résistent assez peu aux tueurs qui viennent les chercher ce soir-là. C'est-à-dire qu'il va se jouer à la Saint-Barthélemy un passage à l'acte, un basculement dans la violence qui est inédit et qui en grande partie, et c'est ce qui fait la force de l'événement, était impensable. Et c'est cet impensable qui explique aussi la sidération des protestants. Jérémy Foa, votre livre « Tous ceux qui meurent » est à lire et est à acheter auprès des éditions La Découverte. Merci beaucoup. Merci à vous. La Saint-Barthélemy, événement majeur, dramatique de l'histoire de France, on se focalise souvent sur le premier massacre, le massacre parisien. Dans les semaines qui suivent, d'autres tueries entre voisins, comme nous le disait Jérémy Foa, auront lieu ailleurs en France, dans d'autres villes. On parle de 10 000 huguenots ainsi tués partout dans le royaume. Oui, 10 000 semble-t-il en comptant les 3 000 à Paris. Il est certain que dans de nombreuses villes, à Orléans, ça a été particulièrement sauvage, à Lyon aussi, à Bordeaux, ce qui laisse penser que le massacre de Paris n'a pas été une pure improvisation liée aussi à la présence des chefs huguenots à Paris. C'est que des massacres analogues ont eu lieu à Orléans, à Lyon, à Bordeaux, et dans des conditions qui étaient tout à fait différentes de celles de Paris. Donc il y avait bien un fond de haine contre les hérétiques qui a joué à plein. On peut facilement l'imaginer, mais tous ces massacres vont avoir un effet extrêmement fort chez les Huguenots. Certains vont décider de s'exiler et d'autres d'abjurer. Oui, et la Saint-Barthélemy va
D'abord, il faut dire que la Saint-Barthélemy a suscité un mouvement d'émigration très important, et notamment en Angleterre, mais aussi et surtout même à Genève. Et à Genève, au lendemain de la Saint-Barthélemy, sortent des petits traités politiques qui repensent le lien entre le pays et le roi. C'est-à-dire que jusqu'à la Saint-Barthélemy, les réformés justifiaient leur prise d'armes contre le roi en disant que ce n'est pas contre le roi, mais bien davantage pour protéger le roi de ses mauvais conseillers, et en particulier les Guises. Mais avec la Saint-Barthélemy, ils prennent conscience que là, parce que le roi le revendique lui-même, Charles IX l'a revendiqué, c'est le roi qui a ordonné le massacre. Et donc, le roi devient tyran. Et c'est toute une réflexion nouvelle qui est élaborée dans une série de traités à Genève, des traités qu'on appelle, on dira que ce sont des monarchomaques, donc des adversaires de la monarchie. En fait, ils sont pas adversaires de la monarchie, ils sont adversaires de la monarchie absolue, donc de la tyrannie. Et donc, ils pensent une organisation de l'État permettant de résister aux tyrans. Avec des organes, une résistance constitutionnelle, des organes constitutionnels, en particulier les États généraux, mais aussi, ça peut être aussi des hauts magistrats. L'idée aussi est de rallier à la cause des réformés d'autres Français, qui ne seraient pas des catholiques intransigeants, et qui prêteraient main forte aux réformés pour contrer, résister aux tyrans. Et donc il s'agit d'élargir, en quelque sorte, la cause des réformés. C'est le cas avec ceux qu'on a appelés les malcontents, ou les politiques, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes, mais des Français qui ne veulent être ni catholiques ni réformés, ou catholiques, mais d'abord français. Et donc, du coup, il y a un élargissement du conflit. C'est le cas avec la Cinquième Guerre. De toute façon, les numéros sont assez artificiels. Guerre qui va se terminer par l'édit de Beaulieu, qui sera un édit très, très favorable aux protestants, parce que les protestants auront été aidés par les malcontents, par François d'Alençon. Donc un édit qui leur laisse une quasi-liberté de culte, sauf à Paris bien sûr, dans le royaume. Mais évidemment, cet édit va déclencher une ligue des catholiques les plus ardents, intransigeants, avec Henri de Guise. Et c'est à ce moment-là que commence donc une nouvelle configuration des guerres de religion. Parce que la dernière guerre, longue guerre, c'est en fait une guerre du pouvoir royal contre la Ligue. Donc là, on change de légitimité. Et dans cette période, les événements vont s'enchaîner dramatiquement pour la royauté. Charles IX meurt le 30 mai 1574. Le nouveau Henri III accède au pouvoir. Il est sans enfant et son seul héritier, son frère François d'Alençon, meurt à son tour. Et là, horreur pour les catholiques, ils se rendent compte que l'héritier présomptif, le successeur logique au trône de France, est Henri de Navarre. Et cette perspective leur est insupportable. Oui, d'où la constitution d'une ligue défensive en défense de la religion catholique et du trône de France catholique. Même la perspective, avant même la mort d'Henri III, avec la mort du duc d'Alençon, la perspective du roi hérétique. Ça, c'était en 1584, la mort du duc d'Alençon. La perspective du roi hérétique suffit à rallumer, mettre le feu aux poudres avec une ligue qui fait sécession aussi en 1588 avec Paris fait sécession et les réformés à ce moment-là sont du côté de Henri III et contre la Ligue. Les séditieux ont changé de camp, ce sont les ligueurs. Et la dernière période qu'on va appeler la dernière guerre de religion entre 1585 jusqu'à l'édit de Nantes, c'est une guerre entre la Ligue et le pouvoir royal. Et là, les réformés sont à ce moment-là, les réformés sont au soutien du pouvoir royal. Donc, ce qui change complètement la perspective des guerres de religion.
Henri IV devient roi de France le 2 août 1589 à la suite de l'assassinat d'Henri III. Il doit encore conquérir son royaume à partir de là, conquérir et affronter la Ligue qui détient des bastions un peu partout dans le royaume. Oui, il doit conquérir son royaume et il va le faire. C'est un excellent chef de guerre, donc il a ses troupes et il va conquérir son royaume, ville après ville, sur la Ligue, sur les villes ligueuses. Et donc il lui faudra 10 ans pour en venir à bout. Et il faudra bien sûr qu'il abjure formellement. C'est ce qu'il fait en 1593 à l'abbaye de Saint-Denis. Et là, donc renonçant à l'hérésie réformée, il rallie la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Et à ce moment-là, il y a un mouvement important en faveur de ce roi qui est maintenant reconnu légitime à partir du moment où c'est un roi catholique. Il aurait eu cette fameuse phrase « Paris vaut bien une messe ». Oui, il aurait eu. Merci beaucoup Marianne Carbonnier-Burckhardt, historienne, maître de conférences honoraire à l'Institut protestant de théologie. Merci pour cet entretien sur les guerres de religion et la Saint-Barthélemy, 3e épisode de notre série consacrée à l'histoire du protestantisme en France. On vous retrouvera pour discuter d'une période un peu plus heureuse, celle de la tolérance sous le règne d'Henri IV, avec notamment la signature du fameux Édit de Nantes. Merci beaucoup. Merci. L'histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le Musée protestant et produit par la Fondation Regard Protestant.